Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est extrêmement important quand il s'agit de prendre en main et de changer ses résultats financiers. Il s'agit du budget. Et particulièrement, nous allons nous intéresser à 3 erreurs courantes en matière de budget du ménage. Parlant de budget, il y a certains qui aiment faire le budget parce qu'ils sont habitués à une certaine discipline. Il y a d'autres qui le font de temps en temps. Mais par contre, à l'extrême, il y a des personnes qui détestent complètement le budget. Alors, vous avez le choix de l'appliquer ou pas. La responsabilité sera la vôtre si vous voulez réellement des résultats financiers différents dans votre vie. Moi également, je n'aime pas beaucoup la discipline en matière de budget. Mais je pense que c'est l'outil qui me permet de mieux maîtriser mes finances. Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, nous allons parler des 3 erreurs courantes en matière de budget du ménage. J'ai bien fait de dire en matière de budget de ménage parce que il ne s'agit pas du budget personnel, il ne s'agit pas du budget de l'homme ou de la femme, mais il s'agit du budget du ménage. Et la plupart du temps, on note plusieurs bons points, mais également plusieurs erreurs qui vous empêchent d'avancer dans les résultats financiers que vous souhaitez pour votre vie. Alors, la première erreur courante que nous pouvons voir au quotidien, c'est l'absence de budget écrit. Dans bien des cas, le budget n'est pas écrit. Vous avez le budget dans votre esprit, mais vous ne prenez pas la peine, ou nous ne prenons pas la peine de le noter par écrit. Peut-être que ce n'est pas tous les jours qu'on va le noter, mais de manière périodique et particulièrement chaque mois, il est important de noter exactement où est-ce que nous voulons que notre argent aille le mois d'après. Et quand on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? On essaie d'approximer. Oui, je dépense à peu près tel montant pour le transport, je dépense à peu près tel montant pour l'alimentation, je dépense à peu près tel montant pour la santé. On fait beaucoup d'approximations et il y a des oublis fréquents. Parfois, on se rend compte qu'on a reçu le salaire, on l'a dépensé et ouf, le salaire a disparu, il n'y en a plus. Pourtant, il reste des dépenses encore importantes. Pour corriger cette première erreur, il faut qu'on commence à écrire le budget, à s'asseoir à la fin du mois, ensemble, monsieur et madame, pour réfléchir à quoi va ressembler le mois qui suit, une fois qu'on a reçu les revenus. La deuxième erreur courante que je relève au quotidien en travaillant ou en échangeant avec les nombreuses personnes qui me sollicitent, c'est l'absence de discernement. C'est vrai, comme vous pouvez le constater là, l'absence de discernement nous pose un véritable problème. En réalité, toutes les dépenses ne se valent pas. Parce que quand je considère que je reçois mon salaire à la fin du mois et puis je commence à dépenser au fur et à mesure que les dépenses arrivent devant moi, là, j'ai un véritable problème. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je peux manquer de me concentrer sur les priorités et commencer à dire que dépenser pour acheter, je ne sais pas, un objet de plaisir, c'est la même chose que dépenser pour payer pour une facture d'électricité? Dépenser pour aller manger au restaurant, est-ce que c'est la même chose que payer pour le transport, pour se rendre au travail? Non, il y a des dépenses qu'il faut véritablement discerner. Et la meilleure façon de le faire, c'est de dire, ne nous mettons pas la pression en appliquant une discipline de faire sur la plus petite dépense. Ce n'est pas sur 1000 francs qu'on va réussir le challenge de mieux gérer nos finances, mais c'est en choisissant de concentrer notre attention sur nos vraies priorités. Et quand on regarde notre budget, c'est quoi nos vraies priorités? En matière de logement, combien nous dépensons? C'est-à-dire que si on pouvait regarder les 20-80, quels sont les 20% des dépenses qui représentent les 80% de l'ensemble des dépenses dans notre budget? On va se rendre compte, dans beaucoup de cas, il y a le logement qui y figure, il y a le transport, pour ceux qui n'ont pas un moyen de transport personnel, ou bien les dépenses liées au véhicule, ou encore les dépenses liées au transport public. Soit c'est le transport public, soit c'est les déplacements, ou le carburant par rapport à votre véhicule, ou toutes les dépenses liées au véhicule. Troisièmement, il y aura l'alimentation. Et quatrièmement, il y a tout ce qui est comme dépenses scolaires. Pour vous, chers parents qui avez des enfants, vous savez ce que ça représente dans nos budgets. Alors, j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que si je traite les dépenses comme si l'ensemble de mes dépenses se valaient, au lieu d'acheter, je vais me concentrer sur la réduction de 1000 francs sur un paquet de sucre, alors qu'en fait, je dois regarder dans l'ensemble les grandes décisions que j'ai prises et qui m'ont amené à faire ce que je constate aujourd'hui. En matière de logement, est-ce que je suis logé là où mon budget me le permet? Est-ce que j'analyse et je vois la proportion que cela représente dans mon budget? Que ce soit parce que je suis en location ou que ce soit parce que je paye un crédit immobilier, un crédit logement.
Il faut qu'on se rassure qu'on soit, je prends l'exemple du logement, entre 25 et 35% maximum. Je vois malheureusement des personnes qui se retrouvent jusqu'à 50%, 45, 50, voire 55% en matière de dépenses liées au logement. Ça veut dire qu'on doit se reposer la question. Il y a un véritable choix à faire. On doit réanalyser ce choix-là. Transport. Et souvent, il est lié au premier. Quand je me loge quelque part, peut-être que cet endroit va m'occasionner un autre transport. Il faut que je regarde la rubrique transport. Est-ce que le moyen choisi est adéquat? Est-ce que je dois me déplacer en transport public? Par quel transport public? Est-ce que je dois me déplacer en véhicule personnel? Est-ce que je calcule réellement ce que me coûte l'entretien d'un véhicule personnel? Troisième chose, l'alimentation. Comment est-ce que je choisis de m'alimenter? Où est-ce que je choisis de m'approvisionner? C'est extrêmement important d'analyser ces dépenses-là. Et quatrième chose, les dépenses scolaires. Est-ce que je choisis simplement d'envoyer mes enfants dans une école qui va me faire être bien vu dans la société? Ou bien je prends une décision en disant, je vais envoyer mes enfants là où mes moyens me le permettent. Au lieu que je devienne un maniaque en matière de dépenses pour ne plus acheter le petit paquet de sucre, pour ne plus acheter le plus petit élément qui coûte 1000 francs ou 2000 francs, je vais me concentrer sur ces 4 grands éléments-là et dire, est-ce que mon plan de vie correspond à ces dépenses? Est-ce que ces dépenses-là que je fais aujourd'hui sont alignées avec le salaire que j'ai aujourd'hui? Et si je mets l'accent sur les 80%, peut-être que je vais davantage relâcher un peu sur les autres petites dépenses. Je vais me concentrer d'abord sur celles-là, faire des choix audacieux, des choix qui correspondent exactement à mon niveau de vie, celui que j'ai réellement, pas celui que je souhaite que les autres voient. Si je veux paraître riche, ça c'est une chose. Mais si je veux être vraiment riche, j'aurais amené un train de vie de riche, mais qui correspond à mes revenus. Alors, c'est vrai qu'on a ces grandes dépenses-là, mais il y a d'autres éléments clés que la plupart du temps, on ne prend pas en compte en matière de budget. J'ai parlé de dépenses. Est-ce qu'on a parlé de revenus? Est-ce que je me rends compte si mes revenus même alimentent suffisamment mon budget? C'est un élément important à regarder. Il faut vraiment faire le discernement. Est-ce que j'ai une seule source de revenus? Si j'en ai plusieurs, est-ce qu'elles se valent toutes? Ou bien il y a un travail à faire là-dessus? J'ai parlé de dépenses, mais je n'ai pas parlé d'épargne. Quelle est la place que j'accorde à l'épargne dans la gestion de mon budget du ménage? Quelle est la place que j'accorde aux aides? Nous sommes en Afrique. Il y a beaucoup d'aides et d'assistance sociale. Parfois, on a tellement envie de plaire à tout le monde, dans la famille, dans la communauté, qu'on y va sans contrôler le budget. Est-ce que je peux être intentionnel et me dire, avant le début du mois prochain, voici ce que je souhaite consacrer à ce budget-là, de manière à pouvoir arbitrer facilement quand j'ai des demandes. Il y a des demandes auxquelles on peut répondre. Il y a d'autres où on peut ne pas répondre dans la mesure où les gens attendent en face. On doit répondre par rapport à notre propre budget. On va pas aller s'endetter pour le faire. Le quatrième élément qui est souvent omis en dehors des principales rubriques de charges dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les dettes. Pendant mes 18 ans à la banque, j'ai vu beaucoup de dettes de consommation. Et très souvent, on fait le budget, on oublie d'allouer cette partie-là qui va nous aider à apurer nos dettes. On a du crédit véhicule, crédit équipement, divers crédits informels, et parfois on n'en tient même pas compte dans son budget. C'est tous ces éléments-là qu'on doit ramener dans le budget et donner la place qu'il faut à chacun des éléments. Ne nous concentrons pas sur 100% des éléments, sinon on ne va pas s'en sortir, mais concentrons-nous sur les éléments qui constituent nos véritables priorités et dont la prise en compte aura un impact réel sur la transformation de nos résultats financiers. La troisième erreur que je constate au quotidien, et avant d'aborder cette troisième erreur, je vais signaler que quand il n'y a pas de discernement, quand vous avez l'impression d'être un maniaque et d'être sous pression, le budget devient ennuyeux et la plupart du temps, on l'abandonne. Pour que vous n'abandonniez pas, apprenons à nous concentrer sur ce qui compte le plus. Quand on aura fini, maintenant on va passer à l'autre côté. Donc, je reviens sur la troisième erreur. La troisième erreur courante, c'est le fait d'avoir un budget qui n'est pas aligné à notre plan de vie. Vous savez, si j'ai un budget et j'essaie de faire une certaine austérité, j'essaie de resserrer le budget pour l'instant, sans rattacher cela à un objectif plus grand, sans rattacher cela à un objectif futur que je vise à atteindre, il va être difficile pour moi, pour ma famille, de maintenir une certaine austérité, une certaine réduction de nos charges, une certaine restriction pendant trop longtemps sans savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on va se serrer la ceinture? Il y a un président qui nous avait dit à un moment qu'il fallait se serrer la ceinture. Mais pourquoi est-ce qu'on va se serrer la ceinture en famille? Si on sait très bien qu'on se serre la ceinture maintenant pour que demain on puisse vivre mieux,
pour que demain on puisse vivre différemment de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, pour que demain on puisse vivre mieux que les 80%, parce que 80% malheureusement de la société vit au jour le jour. Est-ce qu'on veut être comme les 80%? Est-ce qu'on veut être comme les 15% de la classe moyenne qui, pour beaucoup, paraissent riches, ou bien pour certains, sont véritablement riches, mais où il n'y a pas de véritable transformation générationnelle? Peut-être que non. Si nous voulons faire une restriction, on peut se dire, on va commencer à gérer de manière intentionnelle notre budget. On va le faire peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Peut-être qu'on va le faire entre 3 et 5 ans, mais c'est pour arriver à tel futur, c'est pour arriver à telle situation par rapport à notre vie. Est-ce que c'est pour avoir une transformation générationnelle? La plupart d'entre nous sommes nés, on est des salariés. Est-ce que nous voulons que notre génération continue à être des salariés qui n'ont pas le choix? Est-ce qu'on peut choisir à un moment donné de dire « je vais générer suffisamment de revenus en ayant fait cette restriction pour faire une transformation de manière à ce que demain, mon salaire d'employé soit remplacé par le salaire de mes investissements. Et à ce moment, je travaillerai par choix, pas par nécessité. » Si c'est cela, je peux accepter un sacrifice pendant 3 ans, pendant 5 ans pour y arriver. Est-ce que je veux me libérer des contraintes du quotidien pour aller explorer et exceller dans ma passion? Ça, c'est très important. Et ça mérite qu'on lui accorde cette attention-là. Si je prends le budget et je l'aligne à mon plan de vie, notamment un objectif plus grand, j'aurai la force pour traverser les moments difficiles pour que demain soit meilleur. Voilà les 3 erreurs courantes que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais rappeler 2 choses. La première, c'est que cet exercice-là, il faut le faire en couple. J'ai bien parlé de budget du ménage. Il ne s'agit pas de faire le one-man show comme on a l'habitude de voir en Afrique, où l'homme dit c'est moi le mari et c'est moi qui décide. Et malheureusement, dans bien des cas, la catastrophe n'est pas très loin. Si vous voulez réussir la gestion de vos finances, monsieur et madame se mettent ensemble, discutent de leurs objectifs financiers, discutent de la mise en œuvre de ces objectifs-là, discutent de leur choix de vie et des conséquences sur le plan financier. Deuxième chose, c'est les enfants commencent à avoir un certain âge. Et même quand ils sont tout petits, il faut commencer à les associer à ces décisions-là. Quand l'enfant sait que quand il vous demande ça, voici la conséquence. Il faut parfois leur faire un exercice de priorisation. Oui, j'ai cet argent. Est-ce que tu veux que je le consacre à telle chose ou à telle autre chose? Et l'enfant commence à comprendre, on n'a pas des ressources illimitées. Ne pensons pas qu'il est très tôt pour associer les enfants. Donc, ce que je dis, c'est qu'il s'agit du budget du ménage. Associons le conjoint, associons les enfants et on aura la chance d'avoir une famille entière qui évolue en matière d'éducation financière. Alors, aujourd'hui, on est à la veille des fêtes. La plupart du temps, pendant l'année, on a toujours des périodes de fêtes. Ça va être les fêtes de fin d'année, il y aura les fêtes de Pâques, les grandes fêtes religieuses, les fêtes civiles. À la veille des grandes fêtes, on a tendance à dépenser et à surdépenser. Et ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, on peut se poser tranquillement la question, est-ce que, par exemple, en passant pendant ces fêtes-là, est-ce qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va continuer à vivre? Est-ce qu'on doit faire un budget de fêtes? D'abord, si on le fait, beaucoup ne le font pas, et on se comporte comme si le mois de janvier qui arrive ne va jamais arriver à nouveau. L'année prochaine, il y aura janvier, l'année d'après, il y aura le mois de janvier. Avec quelle attitude nous abordons les fêtes de fin d'année? Si on considère que les fêtes vont passer et que la vie va continuer, on doit encadrer le budget par rapport à nos possibilités et ne pas passer le temps en janvier à crier comme on a l'habitude de le faire, c'est le mois le plus long. Non, depuis de longues années, janvier a toujours été le mois le plus long. Il faut que cette année, ça change. Commençons à préparer les choses à l'avance pour que janvier soit différent. Changez vos habitudes financières, changeons nos habitudes financières en 2022 et transformons nos vies. Si ça vous a plu cette vidéo, partagez à vos proches. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Daken Business Coaching sur Facebook et sur YouTube. À votre sérénité. Merci.